Cet appartement n'y sera jamais vraiment à vous, Madame Hélène, dit Marc, devant tout le monde, un verre de vin à la main, avec l'air triomphant de celui qui croit avoir déjà gagné la guerre. J'ai senti le monde s'arrêter. Les mots ont résonné dans le salon comme un coup de tonnerre par une journée ensoleillée, brisant l'atmosphère dense du dîner dominical que j'avais préparé avec tant d'amour. Ma fille, Marine, baissa les yeux, gênée, tandis que mon gendre souriait avec cette expression cruelle que j'avais apprise à reconnaître si bien. Les autres invités, quelques amis de la famille gardèrent le silence, ne sachant où se mettre. Mais moi, j'ai simplement souri, un sourire calme, serein, qui gardait des secrets que personne ne pouvait imaginer à ce moment-là. Intéressant, Marc, répondis-je, posant délicatement ma serviette sur la table. Très intéressant même, il rit. Un rire fort, moqueur, typique de celui qui croit détenir toute l'autorité du monde. À cet instant, tandis que je sentais la chaleur monter à mes joues, une seule certitude pulsait en moi. Il était temps de montrer de quoi une femme de 62 ans, apparemment fragile et soumise, était réellement capable. Mais pour comprendre pleinement le poids de ce moment, il faut remonter quelques années en arrière, lorsque ma vie était encore tout autre. Je suis née Hélène Santos, fille d'une couturière et d'un maçon, dans une maison simple en banlieue de Lyon. Mes parents m'ont appris que le travail rendait l'homme, et la femme aussi, digne, et qu'il n'y avait pas de rêve impossible quand on avait de la détermination et de l'honnêteté. J'ai grandi en voyant ma mère coudre jusqu'à tard dans la nuit pour payer mes études, et mon père rentrer à la maison les mains cailleuses, mais toujours avec le sourire quand il me voyait courir vers lui. À 20 ans, j'ai rencontré Robert. Il était comptable dans une petite entreprise, un homme simple, travailleur, qui partageait avec moi le rêve de construire une famille solide et honnête. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie modeste, mais pleine d'amour et d'espoir. Notre lune de miel fut un week-end à Annecy, dans une petite auberge simple, mais pour nous c'était comme si nous étions au paradis. Les premières années de mariage furent marquées par beaucoup de difficultés. Robert travaillait le jour à la comptabilité et le soir, faisait des heures supplémentaires pour compléter nos revenus. Je donnais des cours particuliers de mathématiques, j'ai toujours été doué avec les nombres, et je cousais quelques vêtements pour les voisines, une compétence héritée de ma mère. Notre objectif était clair, économiser pour acheter notre propre appartement. Marine est née 3 ans après le mariage. Je me souviens parfaitement du jour où je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois. Elle était si petite, si fragile, et j'ai juré à cet instant que je ferais tout pour qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Robert a pleuré en voyant sa fille pour la première fois, un homme fort, aux mains cailleuses, fondant devant une petite créature de 3 kilos. Ce furent des années difficiles, mais pleines de sens. Nous nous levions tôt, nous nous couchions tard, nous économisions chaque centime. Robert avait calculé qu'en maintenant ce rythme, en 8 ans, nous pourrions acheter notre appartement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'appartement était situé dans un quartier modeste, au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, 2 petites chambres, un salon et une cuisine américaine. Pour toute personne de la classe moyenne supérieure, cela aurait été considéré comme un logement exigu, trop simple. Pour nous, c'était un palais. Je me souviens du jour où Robert m'a porté dans ses bras pour franchir la porte pour la première fois en tant que propriétaire. Marine, alors âgée de 8 ans, courait dans les pièces en criant de joie. « Notre maison, maman, notre vraie maison !» criait-elle, et je pleurais d'émotion. Nous avons investi chaque centime dans la décoration et les meubles. Robert a fabriqué quelques étagères de ses propres mains, j'ai cousu des rideaux et des coussins. Chaque objet avait une histoire, un sacrifice, un rêve réalisé. Cet appartement n'était pas seulement notre logement, il était la concrétisation d'années de dur labeur et d'amour véritable. Robert a toujours été un homme prévoyant. Depuis que Marine était petite, il mettait de l'argent de côté chaque mois sur un compte séparé pour assurer les études de sa fille à l'université. L'éducation est le seul héritage que personne ne pourra lui enlever, disait-il souvent. Et c'est ce qui a permis à Marine d'obtenir un diplôme en administration dans une bonne université privée, sans avoir à travailler pendant ses études. C'est à l'université qu'elle a rencontré Marc. La première fois que Marine a amené Marc dîner à la maison, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air. Elle était radieuse, elle parlait de lui depuis des semaines, mais quand elle l'a finalement présenté, j'ai ressenti une étrange sensation dans la poitrine. Marc était beau, bien habillé,
conduisait une voiture de luxe et parlait avec cette aisance typique de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier de l'argent. « Ravi de vous rencontrer », dit-il, serrant la main de Robert avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pendant le dîner, il a fait quelques commentaires qui m'ont dérangé. Lorsque Robert a mentionné avec fierté qu'il avait fabriqué les étagères du salon de ses propres mains, Mark a dit « C'est sympa, un travail artisanal. De nos jours, c'est même chic d'avoir des meubles comme ça, plus rustiques. » Le ton était apparemment flatteur, mais il y avait un soupçon de condescendance qui m'a profondément irrité. Lorsque Marine est allée chercher le dessert dans la cuisine et que Robert a répondu au téléphone, Mark a regardé l'appartement et a commenté « C'est un intérieur chaleureux. Ça a dû être un bon investissement à l'époque. » Encore une fois, ce ton, comme s'il était en train d'évaluer un bien immobilier pour un éventuel achat. Mais Marine était amoureuse, et qui étais-je pour détruire le bonheur de ma fille? Robert était lui aussi un peu méfiant envers Mark, mais en bon père, il a ravalé ses impressions et a essayé d'accepter le petit ami de sa fille. Leur relation a évolué rapidement. En moins de 2 ans, ils étaient fiancés. Le mariage a eu lieu dans une élégante salle de réception, entièrement payée par la famille de Mark, qui a tenu à le bien préciser. Pendant la cérémonie, j'ai rencontré ses parents, c'est le docteur Paul, un médecin renommé, et Madame Thérèse, une femme distante qui m'a salué d'un hochement de tête froid, comme si j'étais un élément du décor. Après le mariage, les choses ont commencé à changer lentement. Marine est venue nous voir de moins en moins souvent, toujours avec des excuses du genre « C'est que nous sommes très occupés avec notre nouvelle vie ça » ou « Cette Marc a beaucoup d'engagements sociaux c'est ». Quand elle venait, elle semblait différente, plus distante, comme si elle était constamment préoccupée par le fait de dire la bonne chose, de ne pas commettre d'impair. C'est lors d'une de ces rares visites que j'ai appris qu'ils envisageaient d'acheter un nouvel appartement. C'était Elvis, quelque chose de plus adapté à notre niveau de vie c'est, a expliqué Marine, évitant mon regard. Mark a ajouté c'est un meilleur investissement, dans un quartier plus prisé. Lorsque Robert a demandé comment il pourrait réunir l'argent pour la compte, étant donné que Marine venait de terminer ses études et ne travaillait pas encore, Mark a répondu avec ce sourire que je commençais à détester. C'était mon père va nous aider. La famille s'entraide, n'est-ce pas c'était. Ils avaient une famille qui pouvait les aider financièrement, contrairement à nous. Le nouvel appartement était vraiment impressionnant. 3 chambres, 2 suites parentales, une cuisine américaine, vue sur le parc. Lors de notre première visite, Mark a tenu à nous faire le tour complet, nous expliquant chaque détail de la décoration importée, de la technologie intégrée, et du prix de la copropriété. Marine souriait, mais j'ai remarqué que c'était un sourire forcé, comme si elle se sentait elle aussi mal à l'aise face à l'ostentation de son mari. « C'est beau », a dit Robert, sincèrement impressionné. « Ce n'est pas beau, beau-père. C'est convenable », a corrigé Mark, sur ce ton professoral qui commençait à m'agacer profondément. Leurs visites à notre appartement sont devenues encore plus rares. Lorsqu'ils venaient, c'était toujours pressé, toujours avec des engagements importants qui les attendaient. Mark a pris l'habitude de regarder constamment sa montre pendant nos conversations, comme s'il nous faisait une énorme faveur en étant là. C'est pendant cette période que Robert a commencé à présenter les premiers symptômes de la maladie. Au début, il s'agissait de petits oublis, de mots qui restaient sur le bout de la langue, de noms de personnes connues qui disparaissaient tout simplement de sa mémoire. Nous pensions que c'était du stress au travail, l'âge qui arrivait. Mais les symptômes se sont progressivement intensifiés. Consultation médicale, examen, autres consultations, jusqu'à ce qu'arrive le diagnostic que personne ne voulait entendre, c'est Alzheimer débutant. Le monde s'est écroulé ce jour-là. Robert, mon compagnon de toute une vie, l'homme qui avait construit nos rêves brique après brique, était en train de se perdre petit à petit. Mais il a affronté la maladie avec la même dignité qu'il avait affronté toutes les difficultés de la vie. On a encore du temps, Hélène a-t-il dit, en serrant mes mains dans le cabinet médical. Profitons de chaque instant. Et c'est ce que nous avons fait. Robert a pris une retraite anticipée, et nous avons commencé à consacrer notre temps à ce qui comptait vraiment. Nous avons voyagé dans des endroits simples que nous avions toujours voulu connaître. Nous avons passé des heures à parler de notre vie ensemble. Nous avons organisé album après album nos photos de famille. Il a tenu à m'apprendre tout sur nos finances, sur les documents importants, sur la façon de gérer tout cela seul le moment venu. Pendant toute cette période, Marine est venue nous voir plus souvent, sincèrement préoccupée par son père. Mais Mark
Mark a développé une série croissante d'engagements impérieux chaque fois qu'il s'agissait de rendre visite à son beau-père malade. Il y avait toujours une excuse élégante pour son absence. Robert est décédé un mardi matin, en dormant, sans douleur. Je lui tenais la main lorsqu'il est parti. Marine est arrivée à l'hôpital juste à temps pour lui dire au revoir. Mark est arrivé 2 heures plus tard, directement d'une réunion de travail, préoccupé parce que son costume était froissé. Les obsèques ont été simples, comme Robert l'avait souhaité. Des amis, des voisins, des collègues de travail, des gens qu'il avait vraiment connus et aimés, sont venus lui rendre un dernier hommage. Pendant toute la cérémonie, Mark a consulté discrètement son téléphone portable, comme s'il réglait des questions urgentes même à ce moment d'adieu. Après les obsèques, il y a eu la question de l'inventaire. Robert avait tout très bien organisé, l'appartement, un petit compte d'épargne, quelques investissements modestes, tout à mon nom. Il n'y avait pas de complications juridiques, mais Mark a insisté pour Nous ne voulons pas que vous ayez des problèmes à l'avenir, a-t-il dit, feuilletant les papiers avec un intérêt excessif. C'est lors d'une de ces L'appartement s'était considérablement revalorisé au fil des ans. Le quartier, autrefois considéré comme simple, était devenu une zone très prisée, avec le métro à proximité et de nombreux nouveaux commerces. Ce que Robert et moi avions acheté comme un logement modeste valait maintenant presque 10 fois plus. À partir de cette découverte, les choses ont radicalement changé. Mark a commencé à apparaître plus fréquemment, toujours accompagné de Marine. Les conversations portaient toujours sur la Iwa comme femme de votre âge silk. Il m'a suggéré de déménager dans un appartement plus petit, plus à mes besoins actuels et de vendre notre appartement pour FR, nous n'avez pas besoin d'autant d'espace, a-t-il argumenté, faisant des gestes dans les pièces. Et toute seule ici, ce n'est pas sûr. De plus, l'argent de la vente, bien investi, pourrait vous garantir un revenu mensuel confortable. Marine acquiesçait timidement, mais je me rendais compte que c'était plus par pression de sa part que par conviction personnelle. Maman, vous pourriez acheter un petit appartement près de chez nous. Ce serait plus facile pour nous de vous rendre visite, disait-elle, mais son regard évitait le mien. Je répondais toujours que j'avais besoin de temps pour réfléchir, qu'il était trop tôt pour prendre des décisions importantes. Mais Mark devenait de plus en plus insistant, plus direct dans ses suggestions. Les visites sont devenues plus fréquentes, mais je sentais qu'elles n'étaient pas motivées par l'affection ou une réelle préoccupation pour moi. Un jour, je suis rentré plus tôt d'une consultation médicale, et je les ai trouvés en train de mesurer les pièces de l'appartement. « Que faites-vous » Et je demandai sincèrement surprise. Marina est devenue rouge de honte, mais Mark a gardé son calme. Nous étions simplement en train d'évaluer l'espace, pour avoir une idée plus précise de la valeur du bien, pour vous aider à prendre la meilleure décision. À cet instant, une chose est devenue claire, il ne se souciait pas de mon bien-être, il se souciait de la valeur de l'appartement. J'ai commencé à prêter plus attention aux commentaires apparemment anodins que Mark faisait lors des visites. C'était Imin Dartu, chaque phrase était une petite pique, une pression déguisée. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. S'il y a une chose que j'ai apprise de Robert, c'est l'importance d'avoir toujours une longueur d'avance. J'ai discrètement cherché une avocate spécialisée en droit de la famille et en droit immobilier. Maître Carla était une femme expérimentée qui m'a écouté attentivement et m'a donné le conseil le plus précieux, c'était Madame Hélène, protégez-vous et protégez-vous maintenant. Nous avons revu toute la documentation de l'appartement. Il y avait une petite anomalie administrative dans l'enregistrement, une de ces choses qui arrivent avec les biens anciens, qui devait être régularisée. Nous avons profité de l'occasion pour tout mettre à jour, tout mettre en conformité, pour garantir qu'il n'y avait aucune faille juridique qui puisse être exploitée à l'avenir. Plus important encore, nous avons découvert que pour une question d'enregistrement cadastral, techniquement l'appartement figurait toujours au nom de Robert,
bien qu'il ait tout laissé légalement à moi. C'était une question purement administrative, mais qui pouvait créer des complications à l'avenir. Maître Carla m'a aidé à régulariser tout cela, en transférant officiellement la propriété à mon nom, avec tous les documents mis à jour et certifiés conformes. Maintenant oui, Madame Hélène, cet appartement est à vous de droit et de loi, sans aucune possibilité de contestation, a déclaré l'avocate en me remettant les documents finalisés. Mais j'ai décidé de garder cela secret. Quelque chose me disait qu'il serait plus stratégique de laisser Marc continuer avec ses suppositions erronées sur la situation juridique du bien. Et c'est exactement cela qui m'a donné l'avantage dont j'avais besoin. Pendant cette période, j'ai commencé à observer plus attentivement le comportement de Marina. Ma fille, qui avait toujours été douce et respectueuse, était clairement mal à l'aise avec la situation. J'ai remarqué qu'elle subissait une pression constante de la part de Marc, qui avait développé une obsession pour l'appartement qui frisait le pathologique. Un soir, Marina est venue me rendre visite seule, chose rare depuis son mariage. Nous avons parlé de choses et d'autres, mais je sentais qu'elle voulait me dire quelque chose d'important et qu'elle ne trouvait pas le courage. Maman, a-t-elle finalement dit, les yeux larmoyants. Je suis désolée pour tout cela. Je sais que Marc insiste trop sur l'appartement. Marina, ma chérie, ai-je répondu en lui prenant les mains. Tu es ma fille, tu le seras toujours. Rien ne changera cela. Elle a pleuré ce jour-là, et j'ai compris que ma fille était aussi, d'une certaine manière, une victime de l'ambition démesurée de son mari. Mais si Marc pensait intimider une femme qui avait construit toute une vie grâce au travail acharné et à la détermination, il se trompait lourdement. Les pressions ont continué à augmenter progressivement. Il a commencé à amener des experts pour évaluer l'appartement, des agents immobiliers qui par hasard étaient dans le quartier et pouvaient se jeter un coup d'œil rapide pour estimer la valeur du bien. Toujours sous prétexte de l'aider à mieux comprendre ses options. C'est lors d'une de ces visites qu'il s'est passé un épisode qui a failli me faire perdre le contrôle que je maintenais avec tant d'efforts. L'agent immobilier, un jeune homme en costume cher, est entré dans l'appartement comme s'il en était le propriétaire, mesurant les pièces, ouvrant les armoires, prenant des notes sur une tablette électronique. Lorsqu'il est arrivé dans la pièce qui avait été le bureau de Robert, où il gardait ses livres de comptabilité, ses diplômes, ses souvenirs professionnels, l'agent immobilier a commenté cette pièce a le potentiel de devenir une excellente suite parentale. Il suffit de casser ce mur ici et de l'intégrer à la chambre principale. Cela créerait un environnement beaucoup plus valorisé. J'ai senti le sang me glacer dans les veines. Ce bureau était sacré pour moi. C'est là que Robert avait passé d'innombrables heures à étudier, à travailler, à planifier notre avenir. Ses stylos étaient encore sur le bureau. Ses lunettes de lecture à la même place où il les avait laissées pour la dernière fois. L'idée de casser ce mur était comme profaner un temple. Intéressant, a répondu Marc en prenant des notes mentales. Cela donnerait vraiment une plus-value significative au bien. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus faire marche arrière. Marc avait franchi une ligne infranchissable. Au cours des mois suivants, les visites sont devenues plus stratégiques. Il y avait toujours une nouvelle excuse. Cette Marina a des nausées. Je pense qu'elle est enceinte. Ce serait bien d'avoir grand-mère à proximité dans un appartement plus petit et plus pratique. Ou bien j'ai trouvé un appartement parfait pour vous, plus petit, mais dans un quartier plus animé, avec plus de voisins pour vous tenir compagnie. Mais je connaissais la véritable motivation derrière chaque mot. C'est alors que Marc a commis sa première grave erreur. Lors d'une visite, il a fait un commentaire qui a révélé plus qu'il ne le souhaitait. Nous avons déjà contacté une entreprise de rénovation. Il pourrait transformer cet appartement en un véritable joyau immobilier. Imaginez intégrer la cuisine au salon, créer un îlot central, poser un parquet stratifié, une peinture moderne. La valeur marchande exploserait. On en a déjà parlé. La phrase résonnait dans mon esprit. Ils étaient déjà en train de faire des plans concrets pour rénover mon appartement. Ce n'étaient plus des suggestions ou des possibilités futures. C'étaient des plans en cours. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Carla. Docteur, j'ai besoin d'un conseil. Je crois qu'il est temps de mettre toutes les cartes sur la table. Madame Hélène, vous avez tous vos droits légaux garantis. Cet appartement est à vous, et personne ne peut vous forcer à le vendre ou à déménager. Si vous le souhaitez, vous pouvez interdire ces visites et ces évaluations non autorisées. Pas encore, docteur. Ce n'est pas encore le bon moment. J'attendais le moment parfait. Et ce moment est arrivé ce dimanche fatidique. Marina m'avait appelé vendredi,
Maman, on peut venir dîner chez toi dimanche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ta lasagne. Il était impossible de résister à la demande de ma fille. Alors j'ai préparé un dîner spécial. Lasagne, crumble, salade et un fraisier en dessert. Toutes les recettes qu'elle aimait depuis son enfance. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils n'étaient pas seuls. Ils avaient amené les parents de Marc, le docteur Paul et Madame Thérèse, ainsi qu'un autre couple d'amis. Pendant le dîner, la conversation était apparemment cordiale, mais je sentais la tension dans l'air. Le docteur Paul a fait quelques commentaires sur la planification patrimoniale pour les personnes âgées et l'importance de prendre des décisions rationnelles concernant les investissements. Madame Thérèse a complimenté mon repas, mais d'une manière condescendante. Comme vous cuisinez bien, Hélène, c'est une compétence si utile. Le couple d'amis s'est révélé être un agent immobilier et une décoratrice d'intérieur. Quelle coïncidence, et je pensais. Après le dîner, pendant que je servais le café, ils ont commencé à parler ouvertement de l'appartement, comme si je n'étais pas présente. Ce bien immobilier a un potentiel incroyable, a déclaré la décoratrice en regardant autour d'elle. Avec une rénovation bien planifiée, sa valeur pourrait tripler. Et cette région est en pleine croissance, a ajouté l'agent immobilier. C'est le moment idéal pour vendre. C'est alors que Marina, clairement gênée par la situation, a essayé de changer de sujet. Peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler. Et c'est là que Marc a prononcé les mots qui ont tout changé. Décontracte-toi, chérie. On attend juste de régler le problème de l'inventaire. Parce que franchement, cet appartement est déjà pratiquement à nous. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les invités ont cessé de parler, comme s'ils avaient réalisé que quelque chose de très important venait de se produire. Marina est devenue pâle. Le docteur Paul a toussé, mal à l'aise. Madame Thérèse a regardé son mari avec une expression de « tu as fait une bêtise ». Mais moi j'ai simplement souri. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Je me suis levé calmement de table. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais tous les documents importants. J'ai pris le dossier bleu avec le sceau doré du notaire, le même dossier où Robert gardait toujours nos papiers les plus précieux. Je suis retourné dans le salon, où tous me regardaient avec curiosité et un soupçon d'anxiété. J'ai posé le dossier sur la table, en plein centre, où tous pouvaient le voir. Marc, et je dis d'une voix sereine mais ferme, vous avez dit que cet appartement était pratiquement à vous, n'est-ce pas? Il a essayé de rire, mais c'était un rire nerveux. À Madame Hélène, c'était juste une façon de parler. Non, ce n'était pas une façon de parler. L'ai-je interrompu en ouvrant le dossier et en sortant les documents. Vous avez dit exactement cela, et devant toutes ces personnes. Alors je pense qu'il est temps de clarifier certaines choses. J'ai pris l'acte de propriété mis à jour, enregistré, avec tous les tampons et signatures nécessaires, et je l'ai posé sur la table pour que tous puissent le voir. Ceci est l'acte de propriété de cet appartement, enregistré il y a 3 mois au bureau d'enregistrement des propriétés. Comme vous pouvez le constater, le bien est à mon nom. Il n'y a pas d'inventaire à faire sur cet appartement, car Robert me l'a légué légalement par acte authentique, dûment enregistré et mis à jour. Le silence était désormais absolu. Marc regardait le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Marina avait les yeux écarquillés. Le docteur Paul a ajusté ses lunettes pour mieux lire. Madame Thérèse est restée simplement sans réaction. Cet appartement n'a jamais été pratiquement à vous. Et je poursuivis en regardant directement Marc dans les yeux. Cet appartement est à moi, de droit, de loi, et par amour. Robert me l'a laissé parce qu'il savait que je saurais honorer notre histoire ensemble. Marc a essayé de se reprendre. Mais Madame Hélène, nous voulions juste vous aider. Aider, l'ai-je interrompu, et pour la première fois, ma voix s'est élevée. Aider en mesurant les pièces sans mon autorisation. Aider en amenant des agents immobiliers et des décorateurs pour évaluer une maison qui ne vous appartient pas. Aider en faisant des plans de rénovation pour un bien que vous pensez qui vous appartiendra dans le futur. Marina a commencé à pleurer. Maman, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Ma fille, et je dis en adoucissant le ton, tu es ma fille, et je t'aime. Mais ton mari a pensé qu'il pouvait m'intimider, me faire pression, me faire croire que je n'avais pas le choix de tout abandonner ce que Robert et moi avons compris. Je me suis de nouveau tourné vers Marc. Vous avez sous-estimé une chose, jeune homme. Vous pensiez que j'étais une vieille dame naïve qui ne comprenait rien aux documents et aux aspects légaux. Mais vous avez oublié que j'ai passé toute ma vie aux côtés d'un homme qui m'a appris l'importance d'être toujours préparé à toute éventualité. Le docteur Paul a essayé d'intervenir. Hélène, je pense qu'il y a eu un malentendu.
Il n'y a eu aucun malentendu, docteur, et je répondis fermement. Il y a eu une tentative claire et systématique de me contraindre à renoncer à ma maison. Et aujourd'hui, pour la première fois, cette tentative a été clairement exprimée devant des témoins. J'ai pris les autres documents du dossier. Voici tous les justificatifs de paiement de la taxe foncière, des charges de copropriété, des factures d'électricité, d'eau et de gaz. Tout est à mon nom, tout est à jour. Voici ma déclaration d'impôt sur le revenu, où cet appartement est déclaré comme ma résidence principale. Voici l'assurance habitation, également à mon nom. J'ai posé le tout sur la table, soigneusement rangé, comme Robert me l'avait appris. Le silence restait absolu. Marina pleurait doucement. Les invités regardaient leurs assiettes, visiblement gênés. Madame Thérèse jouait nerveusement avec sa serviette. Maintenant, et je dis en retournant à ma place à table, je vais servir le fraisier. Celui qui veut manger en paix sera le bienvenu. Celui qui veut continuer à faire des plans pour la maison des autres, je lui suggère de chercher un autre endroit pour le faire. Marc a tenté une dernière fois. Madame Hélène, vous ne comprenez pas. Nous nous inquiétons pour vous. Une femme de votre âge, seule dans ce grand appartement, ce n'est pas sûr. Marc, l'ai-je interrompu, d'une voix calme mais ferme comme l'acier. J'ai 62 ans, pas 92. Je suis en bonne santé. J'ai des amis. J'ai une vie active. J'ai une vie. Et plus important encore, j'ai le droit de vivre cette vie comme je le choisis.